Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de Tales. Salut, oui, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode, comment tu dis déjà ? Le Season Final. Season Final. Et oui, c'est le dernier épisode de la saison 1, bien sûr. Évidemment, on reprendra à la rentrée, en septembre ou en octobre, on n'a pas encore décidé. Mais... Ça sera probablement en octobre, mais il faudra qu'on voit effectivement. Comment ça va ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Épisode qu'on enregistre en présentiel pour la 3e fois du coup. Exactement. Donc on espère que les réglages, peut-être que le son sera un peu moins bon que d'habitude, mais bon, on a fait ce qu'on a pu pour les réglages. Hein. Et on est encore en rodage sur le présentiel, on n'est pas encore au top sur la technique. Non, c'est sûr. Bon, est-ce qu'on a des nouvelles à donner ? Est-ce qu'il y a des news ? Oui, il y a quand même un truc assez inédit. C'est ça. Qu'on n'a jamais fait et qu'on va faire pour la première fois à la rentrée. C'est une première pour nous. C'est ça, tu seras l'ambassadeur parce que je ne serai pas là. C'est ça malheureusement, mais nous allons participer à une convention en ligne, une première convention sur un Discord français qui s'appelle Roll Your Dice. Roll Your Dice. Donc du coup une communauté de joueurs et surtout de MJ qui partagent beaucoup de choses et qui participent qui créent pour la première fois du coup leur convention fin septembre. Ça, 23, 24 et 25 septembre. C'est ça. Donc il y aura des tables de jeu. Le thème c'est rétro, c'est OSR rétro. Il y aura des tables de jeu sur ces thèmes-là. Il y aura des tables rondes pour discuter avec différents acteurs du milieu du jeu de rôle. Et puis il y aura des channels où on pourra présenter, des canaux où on pourra présenter ce qu'on fait, etc. Tu seras notre ambassadeur parce qu'effectivement je suis en vacances et je ne peux pas être là malheureusement mais c'est pas grave dans ce moment-là. Ouais, ça va être difficile. Ah bon, je suis pas sûr hein. Voilà. Si, parce que tel c'est nous deux, donc sans toi ça sera comme voilà. Bon alors on va attaquer notre rubrique favorite. Hein, oui, c'est ça. Avant de commencer, as-tu mal dépensé ton argent ? Alors, du coup, moi, ce que je te disais, je pense que j'ai plutôt bien dépensé parce que j'essaie de remonter dans le mois et le seul truc que j'ai dépensé, c'est le truc où tu m'as tenté, attiré, obscurci, corrompu. J'ai corrompu ton cœur, je peux même dire. Ah, t'as corrompu mon cœur là. Il faut savoir qu'il y a un jeu qui... J'ai raté mon jet de sagesse là sur ce coup-là. C'est ça. Il y a un jeu qui est sorti en précommande que j'attends depuis au moins un an et demi. J'en parle souvent. Ouais, souvent. Je suis un grand fan de l'artiste de base, etc. Et ce jeu, c'est VSN qui sort. C'est un jeu Free League qui est traduit et même avec des petites nouveautés par Arkane. Oui, je sais. Et du coup, il y a eu une grosse précommande qui a vraiment super bien marché. Et il y a plein de... Enfin, j'ai super hâte, quoi. Ils ont récupéré 50 000 euros, 49 même, ou 52, je sais plus, un truc comme ça. Autour de 50-60, ouais. Et franchement, pour le jeu, c'est vraiment top. Il y aura du coup, ils vont faire un supplément. Enfin, on en parlera parce qu'on le chroniquera, ça je vous le dis tout de suite. Parce que ça, je vais y faire jouer, c'est complètement ma cam. Probablement, oui, probablement. Mais après, tu sais que la VO est déjà en train d'être envoyée. J'ai vu que là, les envois de VO sont faits. Le traître dans notre table de jeu sera peut-être servi avant moi. Ouais. Ah, mais clairement. Et en plus, le traître, il m'a remis un couteau dans le dos récemment, là. Hein. Oui, parce qu'il t'a. Attends, deux même couteaux. Parce qu'il t'a demandé, du coup, d'avoir le supplément, ce qui n'existe pas en VO, le supplément couteau, Alsace, en plus dans ton pledge. Donc, c'est vrai que ça alourdit ton paquet. En plus. Le facteur va être content. Et effectivement, en fait, vous aimez la même chose, c'est tout. Non, mais en fait, il y a des choses qui se passent. Je dis genre, ce truc a l'air trop bien il y a un an, je le prendrai quand ça sortira en français, je vous le ferai. Et le jour où c'est en français, même ça, il me dit, j'ai tout commandé, je vous le fais dès que ça arrive. Je suis là, genre, super. Et vous aimez la même chose, c'est tout, c'est dramatique. C'est ça, c'est pas dramatique, c'est beau, mais c'est un peu triste des fois. Bon, du coup, Renan, à toi, là. T'as pledgé ça, mais t'as reçu des choses entre temps ? Non, rien de particulier. J'ai reçu Historia, dont on avait parlé déjà. C'est vrai, on en a déjà parlé, magnifique. Et puis, vraiment canon. Et puis, non, rien de particulier. Hein. Moi, j'ai reçu un PDF et des bouquins. Oui. Donc, en PDF, j'ai reçu Vacarme, donc je t'en parlais, un jeu de rôle français en train d'être créé. Et donc, du coup, là, j'ai reçu le PDF V1. La DA est plutôt jolie, moi j'aime bien en tout cas, un style un peu particulier et le concept du jeu. Bien, tu vas montrer, c'est très prometteur. De toute façon, on en reparlera tout ça quand sur fin d'épisode. Ce que je disais, je pense que celui-là c'est un jeu que j'aimerais vous faire jouer parce que il y a moyen de se marrer avec. Ça a l'air en tout cas. Pas trop en dire. Et j'ai reçu du coup aussi le Pledge Omega. Ça c'est les créateurs d'Insectopia qui ont fait un jeu de rôle un peu science-fiction, mais avec des choses un peu particulières. Ça a l'air vachement sympa, il faut qu'on prenne le temps de regarder. C'est ça, mais bon, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le caler dans l'agenda de jeu parce qu'il a l'air assez touffu. Ouais. Et c'est vrai que là, on a beaucoup de choses à jouer. Et j'ai reçu un supplément pour Dune. Les sables d'Arrakis. C'est ça, ouais. Qui a l'air enfin, je trouve en tout cas d'exploiter vraiment le potentiel de Dune avec des intrigues plus politiques, plus de complots, de choses comme ça, ce qui est quand même
plus attendu quand on joue à Dune. C'était le gros défaut, c'est qu'on trouvait qu'effectivement il n'y avait pas de scénario pas mal, et du coup là ça a l'air d'être le cas, mais bon, pour l'instant il n'y a pas joué, on sait pas. Bah moi je l'ai lu, le scénar, et je te le dis, il est au-dessus de ce qui était proposé avant, très clairement. En gros, on a fini un peu la rubrique, le CMDA. Antoine, avant qu'on annonce l'épisode du jour, même si jamais il est annoncé dans le titre, est-ce que tu veux me raconter quelque chose qui t'a marqué Tu veux parler du jeu là? Écoute, déjà on peut l'annoncer, hein, le jeu, bon, vous l'avez compris. Je pense que les indices qu'on a laissés durant le dernier podcast étaient cousus de fil blanc. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'Anneau Unique, le jeu de rôle qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit. C'est pas le jeu de rôle, il y en a eu 4 et c'est mais c'est le quatrième. C'est celui dont on vous parle. Une petite anecdote, bien sûr. Alors, il faut savoir que on a fait un scénario où je jouais un pré-tiré. C'est un elfe des bois qui s'appelle Carentir. Et moi, j'étais parti un peu dans le délire. Vu que c'était des pré-tirés, j'ai toujours du mal avec les pré-tirés. Je préfère créer mes personnages. Pour les incarner, souvent, je suis un peu dans la dérision. Et donc, j'étais clairement parti dans un délire de l'elfe dans Reflet d'acide. Alors que tous les autres joueurs autour de la table étaient partis en mode genre je me fais saigner du sang, mes ancêtres, enfin voilà. Après c'est un jeu très premier degré. Oui, donc, non mais c'est moi qui ai pas su suivre, mais voilà. Et donc il y a eu plusieurs choses pas mal, et notamment à la toute fin. En gros ce qui s'est passé c'est que, alors j'essaie de pas spoiler. On s'est retrouvé dans un sous-terre, dans une situation dramatique où tout le monde allait crever. Désespéré, on peut dire. C'est ça, le nain, donc Béli, nain chevalier blanc, voilà, a décidé de se sacrifier alors qu'il était sous l'emprise d'une pierre maléfique, mais il s'est quand même sacrifié parce que la pierre lui disait sacrifie-toi. La pierre lui a pas dit sacrifie-toi. Il a interprété comme ça. Non, même pas, il a pas interprété ça comme ça. Il s'est juste dit je vais me débarrasser cette pierre parce qu'elle a l'air d'attirer les monstres. Il a regardé la pierre, il s'est fait corrompre le cœur au plus profond de lui par cette pierre. Il s'est dit ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, il s'est dit cette pierre, je la garderai pour moi. Et il a préféré du coup vouloir la garder au prix de sa vie. C'est ça. Et du coup, il est parti se planquer dans un truc. Et pour se sauver, disons qu'on a un peu pété comme une écuve, et du coup l'eau s'est déversée en torrent dans la cave. Et moi j'ai tenté un petit, j'étais l'elfe comme ça, je me suis presque lié d'amitié avec ce petit nain, presque, voilà. Ça reste un nain quand même, faut pas déconner. C'est vrai. Et j'ai lâché un retenez votre souffle, monsieur Béli. Et bon, malheureusement, il est mort. Quand même. Mais c'était assez drôle ce petit décalage où j'ai tenté un retenez votre souffle, ça va bien se passer. Tout en déversant un torrent de plusieurs centaines de tonnes de... T'as englouti la grotte, ouais, j'ai englouti la grotte dans les eaux du lac. Et lui, il était à 500 mètres au fond de la grotte et je lui ai dit vous inquiétez pas, ça se passe bien. Bon, spoiler, ça s'est pas bien passé. Du coup, c'est moi qui masterisé cette partie. Et de l'autre côté, effectivement, Béli a voulu... En fait, je pense Ben espérait vraiment, donc c'est Ben qui jouait Béli, espérait vraiment que j'allais lui laisser une porte de sortie au fond de la grotte, alors qu'il n'y en avait pas. Ouais, ça c'était drôle. Je cherche au fond de la grotte une porte. En fait, au début, il a fait mine de se dire je vais me sacrifier en se disant... Non, mais il va me laisser une porte de sortie, donc il s'échappe, il accumule, donc il y a des monstres qui le poursuivaient, il a réussi à tous les attirer vers lui et à se mettre au fond de la grotte, il s'est barricadé dans une petite salle, et là il s'est retourné en disant je fais tout ce que je peux pour chercher une sortie dans la grotte, et il espérait vraiment la trouver, il a maxé tous ses traits, toutes ses compétences en disant tout utilisé, il a tout balancé. Je cherche partout, mes doigts filent sur tous les murs, et finalement je lui ai dit oui, tu observes que c'est une pièce bien maçonnée, et il n'y a qu'une seule sortie, c'est comme ça, je ne vais pas créer une sortie pour toi. Et là, il a compris en fait qu'il s'était condamné dans le fond, et il a décidé de faire une mort héroïque. Ouais. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il était en train de concevoir des cocktails Molotov. Il a inventé le cocktail Molotov sur le coup, et il s'est dit allez, je balance tout. Quoi, il a décidé de tout faire péter, et c'est au moment où tu lui as dit, où tu as décidé toi d'engloutir la grotte sous l'eau. On n'avait pas le choix. Hein. Et je sais pas s'il l'a vraiment entendu, mais bon, l'histoire retiendra que quand même tu lui as dit, et tout a explosé. Et il a pu, mine de rien, quand même sauver ses compagnons, parce que si jamais il l'avait pas fait, peut-être que les créatures seraient remontées, qui sait. Non, c'est sûr. On ne sait pas. Donc, finalement, il est parti en héros, et ses enfants parleront de ça de longues et longues générations. Un autre petit moment sympa qu'on pourrait évoquer quand même, c'est que on a tendance à oublier que les artefacts dans le Seigneur des Anneaux, c'est souvent pas des bons trucs. Hein. Souvent, c'est voilà. Et donc on a vu une grande cloche à un moment, et on s'est dit genre la cloche, c'est sûrement la solution pour nous sauver. Et donc un membre du groupe l'a promise à tirer sur la cloche, l'a fait sonner. Et en fait, on avait oublié que tu nous avais dit dès le début, cette cloche, quand elle sonne, ça vous hypnotise et vous allez crever. Vous avez été hypnotisé par la cloche, et vous l'aviez oublié. Je pense que c'est dans la même session. Ouais, mais je sors quoi.
Et du coup, on s'est tous. Enfin, moi ça allait, mais les autres, parce que je suis un elfe évidemment. Et tous les autres, par contre, se sont fait hypnotiser et ont couru vers une mort certaine. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faudrait vite engloutir le bordel là. Peut-être qu'il faut détruire cette cloche. Peut-être qu'il faut arrêter tout là. Voilà. Non, mais il y a eu quand même la boîte. Genre, vous avez eu une boîte. Ah non, mais ça m'énerve. Il y a eu des débats parle pas de la boîte. Interminables pour savoir si vous alliez, oui ou non, ouvrir cette boîte. Non, ça a été long. C'est ça, on aurait tellement dû ouvrir avant en fait. Si vous l'aviez ouvert avant, ça aurait pu faire un truc intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient voulu garder le truc pour eux. Bah oui, ça aurait été drôle. Donc finalement, ça a enlevé un problème parce que ça aurait pu faire un problème. Ouais, bon, en tout cas, voilà. On va vous parler de l'anneau unique aujourd'hui. Peut-être pour commencer, on va vous parler, comme d'habitude, un peu de l'édition, etc. Donc c'est un jeu. Donc l'anneau unique, c'est le 4e jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il y en a eu plusieurs quand même. C'est un univers. Il n'y a pas beaucoup d'autres univers où il y a eu plusieurs éditions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, de jeux de rôle pour essayer de simuler un petit peu l'univers. Il y a eu le jeu de rôle en Terre du Milieu, JRTM, qui est très connu, qui est connu par les... qui est très connu, et finalement on voit beaucoup passer là sur tous les sites de 400 vente milliards en d'euros ligne. Pour un fascicule ou la première page déchirée, évidemment. Évidemment. Ensuite, il y a eu quoi ? Il y en a eu 2 autres qui sont un peu moins connus. Ah oui, si, il y a eu, je me rappelle, il y en a eu un autre qui se passe genre en même temps que sur les anneaux. Et je me rappelle pas du 3e. Bon. Ensuite, il y a eu du coup l'anneau unique. Donc celui-là, c'est le 4e effectivement jeu de rôle dans cet univers-là. Et donc du coup, il a été fait en VO par Cubicle 7, édité en 2011. Et pour la première version. 2014 pour la version améliorée, la 1.5. La gamme commence en 2011. C'est ça, en exactement. VO, et elle commence en 2012 en VF. C'est ça. Alors, c'est traduit en français par Edge. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est traduit par Edge. Et donc du coup, au début, il sort sous... c'est Adventure Over the Edge of the Wild. En français, c'est traduit par Aventure dans les terres sauvages. Et ce ne sera qu'après qu'il aura le nom qu'on connaît aujourd'hui, à savoir One Ring, l'anneau unique. Ok. Il faut savoir que c'est une gamme qui, en fait, est séparée en 2 gros volets, enfin, en 2 choses parallèles. Il y a l'anneau unique dont on va parler aujourd'hui, qui est la gamme principale, qui a un moteur de jeu dédié, etc. Et il y a une autre gamme qui s'appelle Aventure en Terre du Milieu. Tout à fait. Ou AIM, Adventure in Middle-earth, et qui est en fait l'adaptation des scénarios et de l'univers sur un modèle 5e. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est les mêmes campagnes, c'est les mêmes traits tirés. C'est traduit aussi par Edge, c'est les mêmes... Voilà. C'est la même chose, c'est juste qu'il est motorisé par la 5e. C'est ça. Et du coup, ce que je te disais, c'est que la toute première édition, donc celle de 2012, avant qu'elle soit révisée plus tard, elle avait une attention qui était un petit peu différente au début. Elle voulait sortir des livres de base différents en fonction du lieu où tu commençais. Tu aurais genre un livre de base Terre Sauvage, un livre de base... alors, du coup, ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient prévu, mais Moria, par exemple, des choses comme ça qui seraient différents. Et du coup, à chaque fois, tu aurais un livre de base avec un setup un peu différent. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire au début. Ouais, bah putain, ça aurait... Ils n'ont jamais fait. Ouais, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer, ça aurait coûté... Enfin, déjà que la gamme, voilà, mais là, ça aurait été l'enfer. L'idée de base est sympa, mais vu la manière dont on consomme du JDR aujourd'hui... Pour un guide du joueur, ça peut être sympa quand tu joues un jeu. Tu vois, quand tu t'engages dans une campagne et que tu prends ton livre pour ton truc, ça, c'est cool. Pour un maître du jeu, c'est l'enfer, ce que tu viens de me raconter, là. Bah, ça veut dire que tu rachètes un livre de base si tu veux changer de setup. Ce qu'ils ont finalement pas fait. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a une actualité brûlante sur ce jeu. Oui. Toujours dans l'emphase, bien sûr. C'est qu'en fait, il y a la V2 qui est sortie en VO. Et en train de sortir en VF. C'est ça. En fait, il y a eu un Kickstarter en 2021. Je crois que c'est arrivé, les PDF sont arrivés. Un Kickstarter qui a bien marché parce qu'ils ont récupéré plus de 2 millions de $. Bah, oui, bah déjà, la licence en telle qu'elle, elle est déjà incroyable. Enfin, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont prendre juste pour la licence. Et en plus, il a de grandes promesses. C'est quand même de simplifier le moteur de la V1, tout en permettant de jouer dans la période du Seigneur des Anneaux. Au-delà de plus que simplifier, c'est surtout réactualiser. Oui, c'est ça. On en parlera, le système. Oui, c'est pour ça que j'ai simplifié. A besoin d'une réactualisation, c'est plutôt le moderniser, le dépoussiérer, ça c'est leur mot, dépoussiérer le système. C'est ça. Et alors c'est pas exactement jouer dans l'univers en fait, le jeu se passerait 30 ans après celui dont on va vous parler, qui correspond à la période tout début du Seigneur des Anneaux, mais en fait au moment où il y a la fête de Bilbo. Il faut savoir qu'entre la fête de Bilbo et le départ de Frodon, il y a de nouveau 30 ans, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas encore le moment de la guerre de l'anneau. Non, c'est avant. Et du coup, la promesse de la V2, c'est vous faire vivre le début de la remontée de l'ombre. La montée de l'ombre. C'est ça.
C'est de traduit l'Ouest. donc toujours par Edge. Alors c'est toujours traduit par Edge, Ça mais va sortir. l'éditeur a changé. L'éditeur VO a changé. Oui, j'ai oublié. C'est plus Cubicle 7 qui s'en occupe. Du coup, c'est qui? C'est un des meilleurs éditeurs de jeux de rôle actuels international. Ah ben franchement, c'est vrai qu'ils sont forts. Si jamais je parlais bien anglais, je pense que j'achèterais directement à la source Free League. Free League, c'est non mais il faut savoir, donc voilà, ça sortira traduit en français chez Edge, probablement les premières sorties fin 2022, peut-être début 2023, on n'a pas trop de dates. Il y a une boîte d'initiation et un bouquin qui sont en cours, plus d'autres choses qui sont en cours de traduction. Les prix ont été annoncés. Donc voilà, on commence à voir ça arriver. C'est très prometteur. On a vu des petits visuels, enfin ça a l'air super. Donc on vous en parlera. Probablement qu'on fera un épisode pour la V2 si jamais ça sort et on va probablement y jouer. En plus de ça, ils ont été assez sympas. Ils ont clairement dit que le système était adapté, donc Free League allait mettre un peu de son système dedans, mais conserver la base du système de base et surtout permettre aux joueurs qui ont déjà toute la gamme V1 qui est assez étendue, on en parlera, de pouvoir adapter la gamme V1 au système V2, ce qui veut dire en fait que quand vous achetez la V2, vous pouvez déjà en fait, si vous le souhaitez, vont faire probablement des suppléments autres, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles régions, parce qu'il y a quand même des choses qui manquent. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont pas remarcher sur les plates-bandes de la V1 Moria. Et le jeu, voilà, la Moria, qui est le supplément mythique de la V1 qui n'est jamais sorti, qui a été maintes fois annoncé, souvent annulé, qui devait sortir là et en fait dont la sortie a été arrêtée à cause de la V2, ce qui veut dire que la V1 de Moria n'existera jamais alors que tout le monde l'attendait et ça devait être une grosse boîte avec beaucoup de choses dedans. Enfin vraiment, ils avaient promis un truc Cubicle 7 qui était monstrueux et donc du coup dans l'une des promesses de la V2 il y a la sortie de la Moria telle qu'elle avait été annoncée que tout le monde attend. C'est ça. Bon, du coup on va parler un petit peu de l'univers et de l'auteur. Juste pour l'univers, il faut savoir que le jeu dont on vous parle, ça se passe après la bataille des 5 armées, donc après les événements du livre Bilbo, et ça jusqu'à avant le début de la communauté de l'anneau. C'est ça, ouais. Donc ça se passe dans les 30-40 ans qui séparent ces deux périodes. Fait, donc l'objectif c'est de vous faire ressentir finalement... Le mal n'est pas vaincu. Le mal n'est pas vaincu, il revient doucement. Et donc au tout début, juste après la bataille des 5 armées, c'est la liesse. Toutes les peuples libres de la Terre du Milieu sont redevenus copains. On vient de vaincre Smaug, on vient de passer... sur le papier c'est comme ça. Les elfes et les nains... quand même si, il y a une alliance entre les nains de la forêt... Les nains de la forêt noire, mon dieu, le lapsus. Entre les elfes de la forêt noire et les nains d'Erebor, qui finalement, petit à petit, vont se remettre à se haïr cordialement, mais c'est une montée lente, et finalement, avec une corruption un peu progressive qui vient de la forêt noire, et le jeu vous propose de revivre tout ça avec cette montée lente. Donc, il y a une promesse d'un truc qui va durer dans le temps. Ouais, et puis il y a un travail, enfin, ça on en reparlera après de toute façon. L'auteur, J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Alors, c'est les initiales. Attends. John Ronald Reuel Tolkien. Ouais, alors je suis pas sûr de la prononciation du Réol ou du Reuel, je sais pas, mais effectivement c'est ça, ouais. C'est Ronald, hein. Oui, c'est Ronald, ouais. Je dis pas n'importe quoi. J'ai toujours peur de me tromper parce que j'ai envie de dire Reagan, je sais pas pourquoi, mais. Donc, né en 1892, mort en 1973, c'est un Anglais. C'est un Anglais, ouais. Un Britannique. Il était professeur de langue, il a beaucoup travaillé dans la linguistique, etc. On va faire très simple. Il a eu beaucoup de vie, et ce qui nous intéresse, c'est celui d'auteur d'Heroic Fantasy, de fondateur d'un genre, on peut le dire. L'un des pères fondateurs du genre de l'Heroic Fantasy. Il a posé quelques bases, quoi. C'est ça. Où il a écrit plusieurs sagas dans ce monde qui est le Terre du Milieu, dont la plus connue des sagas est Le Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait. Qu'il a écrit, je crois, dans les années 40, fin des années 40. Oui, il a mis une dizaine d'années. Il a mis sur une période de 10 ans, et qui sont sortis entre 54 et 55 sous 3 volumes qu'on connaît, et qui sont La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, on est fan un peu, faut le dire. Oui, voilà. Donc, on va pas vous refaire une rétrospective sur Le Seigneur des Anneaux, l'univers, la Terre du Milieu. Et que vous connaissez probablement, il y en a qui connaissent probablement ça mieux que nous. Peut-être pas que toi, Jean, parce qu'effectivement, t'as un peu poncé la chose, mais voilà. C'est un univers extrêmement connu, fondateur du genre, qui a donné des bases à beaucoup de jeux de rôle Heroic Fantasy qu'on connaît. En fait, maintenant, quand on parle de nains et d'elfes, la plupart des gens, l'image qu'ils ont des nains et des elfes, elle vient en partie de cet univers-là. Ça, c'est quand même pour ça qu'on dit que beaucoup de gens pensent que c'est fondateur. C'est quand même ce côté, il a jeté un imaginaire qui en fait imprègne maintenant un paquet de choses, et finalement il y a
c'est difficile maintenant de vraiment voir quel a été l'impact. Et puis quelle était l'origine, parce qu'il y a eu d'autres auteurs en même temps, mais on parle souvent de celui-là. Celui comme qui est étant resté, c'est quand même celui-là. Ouais. Pour la high fantasy en tout cas. Oui, et puis il faut savoir, bon, et on vous l'apprend pas non plus, mais qu'il y a eu une grande saga au cinéma qui a été réalisée par Peter Jackson, et on ne peut que vous conseiller de les voir si vous ne l'avez pas vu, mais si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites sur ce podcast ? Je vous pose la question. Donc non, n'hésitez pas à les regarder, ça n'a pas beaucoup vieilli, en plus c'est vraiment regardable de manière assez incroyable. C'est le fan qui parle, là. C'est la nostalgie un petit peu. Mais non, mais c'est difficile pour nous de savoir si ça vieillit, c'est sorti quand j'avais 10 ans. Oui, mais ça a quand même pas trop vieilli du fait qu'il y a peu d'effets spéciaux en fait. Par exemple, je trouve que Bilbo, ça non, mais ne parle pas, ça va m'énerver. Voilà, bon. Donc juste pour préciser, donc dans cet univers-là, pour revenir au jeu de rôle, où est-ce qu'il se passe ? Parce qu'en fait la Terre du Milieu c'est immense et le jeu de rôle il va se concentrer sur certaines régions du jeu. Ça s'appelle du coup Aventure dans les Terres Sauvages parce que du coup ça se passe en particulier dans une zone qu'on appelle les Terres Sauvages et donc qui globalement constitue ces démons brumeux jusqu'à Esgaroth, pour faire simple. Donc avec la forêt noire en plein milieu et donc du coup les deux vallées de chaque côté. C'est là où va se passer la majorité du jeu. Il y a des suppléments qui permettent de digresser. Il y a des suppléments qui vont étendre effectivement le monde un petit peu partout. Le centre du jeu, c'est là effectivement. C'est ça. Donc, mais parlons un petit peu du jeu. Oui, alors du coup, avant de parler du jeu, on va parler des auteurs. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, on va parler des auteurs. Donc, il y a énormément de gens qui ont bossé sur le jeu, des graphistes. Alors, Tolkien ? Beaucoup différents. On dit que Tolkien lui-même a bossé sur le jeu, effectivement, qu'il a adoré la V1. Mais il y a pour la V1, deux personnes qui semblent quand même se détacher en termes surtout de game design. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Francesco Nepitello, qui est italien. Qui travaille sur la VD aussi, qui travaille sur la VD aussi, qui travaille sur One Ring depuis le début, donc ça fait 10 ans en fait où son activité principale d'auteur de jeu c'est sur la gamme Seigneur des Anneaux, et il avait travaillé avant sur d'autres jeux de rôle parce qu'il a pas fait beaucoup de jeux de rôle avant. Son premier jeu de rôle c'est Lex Arcana. Je sais pas si tu connais Antoine, ça te plairait, c'est un jeu de rôle... Ça me dit quelque chose de titre. Je pense que tu t'en as déjà vu passer. C'est un jeu de rôle qui se passe dans l'Empire romain, genre au 4e ou 5e siècle, où en fait l'Empire romain ne se serait pas effondré. Et pourquoi il ne s'est pas effondré ? Parce qu'en fait il aurait récupéré des choses un peu occultes, donc c'est un genre de... Le grog le définit comme un genre de Delta Green Cthulhu dans un univers romain. C'est un truc qui pourrait me plaire. C'est un truc qui pourrait te plaire, il a travaillé là-dessus. Ensuite, il a fait notamment une petite adaptation de l'univers de Nausicaa dans un jeu de rôle générique qui s'appelle Simulacre. Sympa. Voilà. Après, il a plus fait beaucoup de jeux de rôle jusqu'à finalement débarquer sur One Ring dans les années 2010. Et il y a une autre personne du coup qui a beaucoup travaillé sur la V1, c'est un game designer de chez Cubicle 7 qui a travaillé sur plein d'autres jeux, dont les jeux Doctor Who, Warhammer, et même il a fait un supplément pour Cthulhu. Ah bon ? Il a ouais. C'est quoi ce World War Cthulhu. Ah oui, d'accord, oui, c'est une autre gamme. C'est ça va sortir chez Chaosium, là, ils ont repris les droits. Pour pouvoir, du coup, jouer à Cthulhu dans un setup Seconde Guerre mondiale. Ils ont annoncé, en plus, ils ont annoncé il y a pas longtemps qu'ils avaient repris les droits pour ça, pour l'ère victorienne anglaise, pour plein de choses, là. Bon, parlons pas de Cthulhu aujourd'hui, si on va s'étaler. C'est marrant c'est juste comme quand tu regardes, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé sur Cthulhu dès qu'on parle de. Souvent, ça fait partie. Est-ce que c'est pas genre juste le King of the Game, quoi ? J'ai envie de dire. Non, je sais bien que c'est pas lui le King of the Game. Clairement, il y en a un qui est très au-dessus de tous les autres en termes de popularité, de tout ce que tu veux. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Bon, du coup, parlons du jeu qui nous intéresse, donc c'est-à-dire l'anneau unique. One Ring. Qui on joue ? Alors, qui on joue dans One Ring ? On joue des compagnons. Alors, faut savoir qu'on a beaucoup hésité sur le terme qu'on a utilisé, on n'était pas d'accord, et donc on a fini par se mettre d'accord sur des compagnons. Ça me semble être un terme, c'est assez général, mais des compagnons qui formeraient une... Compagnie ? Une communauté. Pas vraiment, enfin bref. On joue des gens qui peuvent venir d'un peu tous les endroits de la Terre du Milieu, principalement des terres sauvages. Et c'est là où le jeu... toutes les cultures, toutes les races. Toutes les cultures, toutes les races. Et du coup, on peut jouer des hommes, des Béornites, des Bardides, des nains du Mont Solitaire ou d'ailleurs, des elfes de la Forêt Noire, des hobbits. Donc on peut jouer un petit peu tous ces gens-là qui vont se rassembler en fait dans cette espèce de carrefour de la Terre du Milieu que sont les terres sauvages pour vivre des aventures. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale à ce niveau-là de qui on joue entre l'anneau unique et Aventure en Terre du Milieu, donc motorisé 5e. C'est que dans l'anneau unique, vous jouez des personnes qui vont avoir un faible impact sur la géopolitique ou l'avancement de l'histoire globale du monde,
vous allez avoir un petit impact où il y a des petites aventures. Et vous rencontrez les héros de ce monde-là, vous pouvez rencontrer Gandalf, vous pouvez rencontrer Aragorn, des gens comme ça, vous pouvez les aider dans leur aventure, mais c'est pas... Voilà, vous serez passager et vous n'allez pas vous battre en 1v1 avec un Balrog et espérer gagner, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça de toute façon. C'est ça. Paix à toi. Non, alors que dans Aventure en Terre du Milieu, du fait de la motorisation de 5e, il y a vraiment ce côté, 5e édition, où vous pouvez devenir ultra puissant et vous pouvez devenir un Gandalf, un Legolas, etc. Vous pouvez devenir un personnage principal et du coup affronter les plus grands dangers de ce monde. Donc ça, il y a quand même 2 postulats de départ. Il y a un petit côté de défouloir peut-être avec AUME sur l'univers de Seigneur des Anneaux. Mais en même temps, c'est logique. Du fait du système et de... Voilà. Et je peux comprendre que ce soit attrayant d'ailleurs. Mais dans le jeu qu'on présente, n'allez pas vers ce jeu si vous voulez devenir un Aragorn en puissance et vous bastonner avec des Balrogs, c'est pas le but. Donc... Bon, qui on joue, ok, mais du coup, on joue à quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi les types de scénarios qu'on peut jouer ? En fait, c'est un jeu, là où on voit qu'il est un petit peu ancien, il a pas genre il a pas de scénario type court pour pouvoir faire des parties rapides, comme d'autres jeux de rôle. C'est un jeu qui est fait pour faire de la campagne, mais si on devait résumer le style de jeu, c'est de l'aventure et surtout du voyage. Il y a de l'action avec un système de combat un peu développé. C'est un peu trop, mais c'est un jeu d'action-aventure basé sur le voyage, l'exploration et la découverte. C'est ça. C'est un jeu qui met le paquet là-dessus. C'est un jeu qui d'ailleurs a des scénarios qui sont plutôt en longueur et qui sont plutôt faits pour faire de la campagne. Ouais. Effectivement, en one-shot, c'est difficile d'avoir ce sentiment d'accomplissement de la troupe, du voyage, de la découverte des histoires personnelles. Voilà, c'est un jeu qui a ce petit côté poétique qui est difficile à jouer en one-shot. Il est vraiment pas fait pour ça. On en reparlera de toute façon de ça. Bon, du coup... Le système de jeu. Alors attention, gros morceau, on a édulcoré pour essayer de rendre ça audible et que vous puissiez comprendre les grandes lignes du système en écoutant le podcast. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la résolution des actions de base, c'est on jette un D12 qu'on appelle... Dé du destin. Le dé du destin, plus X D6. Ouais. Et le X, c'est la compétence que vous utilisez qui détermine le nombre. C'est votre niveau de compétence. C'est ça, exactement. Et donc vous lancez tout ça, il faut que vous fassiez 14. Alors... Il faut faire... Ouais, non, pas forcément. 14, c'est le seuil standard. Oui, c'est le seuil standard. En fait, ça peut être moins si l'action est facile, ça peut être plus si l'action est très difficile. Bien sûr, le seuil est modulable. Et donc, juste une petite précision, il faut savoir que sur ce dé du destin, en fait, c'est un D10 avec 2 faces supplémentaires qui ne sont pas techniquement le 11 et le 12, qui sont... Il y a la rune de Gandalf et l'œil de Sauron. Et quand vous faites l'œil de Sauron, ça veut dire que vous faites un échec automatique. Et si vous faites la rune de Gandalf, vous avez une réussite automatique. Et du coup, il y a cette variance assez importante qui fait que quand même, vous avez une chance sur 12 à chaque lancer de faire un échec et une chance sur 12 à chaque lancer de faire une réussite, qu'importe ce que vous lancez. Oui. Donc c'est un peu le côté dramatique qui est amené avec ce système. C'est exactement ce qu'ils disent dans le bouquin de base là-dessus. Ils disent que c'est pour apporter... écoute, ils l'ont bien écrit parce que je l'ai pas lu, mais un côté drama où en fait, tu peux tenter de façon désespérée n'importe quelle action et même si jamais tu ne sais pas le faire, t'as une chance sur 12 d'y arriver. Comme tu peux aussi être un personnage ultra badass qui sait faire tout ça et quand même échouer. Et donc du coup ça apporte de la tension sur tous les jets parce que d'ailleurs on l'a vu pendant les parties. En fait, ça tombe quand même souvent, le 11 et le 12, mine de rien, sur souvent, tous les jets que vous faites. Et donc, du coup, ça vous a handicapé comme ça vous a aidé. Voilà, si vous voulez jouer avec un des 12, il faut savoir que donc, c'est 1 à 10 classique, le 11, c'est l'œil de Sauron, et le 12, c'est le signe de Gandalf. Tout à fait. Et en sachant que c'est inversé, du coup, pour les créatures de l'ombre, où finalement, la rune de Gandalf est l'échec, et l'œil de Sauron est la réussite. C'est logique, mais ça apporte un petit truc de... C'est sympa. Bon, du coup, parle-nous un petit peu du système de combat. Donc, le système de combat, il est basé sur ce jet-là, à savoir un seuil de réussite qui va varier en fonction des actions, mais qui est basé sur le D12 et votre capacité au combat. Le système se veut un peu complexe, où vous allez avoir différentes phases au moment de vous battre. La première phase, ça va déterminer, comme dans tous les jeux de rôle, qui commence, qui est surpris, etc. Ensuite, vous allez pouvoir... De l'initiative, en gros. Oui, c'est ça, de l'initiative. Ouais. Vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas surpris, faire des jets préliminaires, où en fait, les joueurs ont le droit de faire un jet de dés pour pouvoir avoir des dés bonus plus tard dans leur partie. Prendre un avantage sur le terrain, juste comme ça, en gros. Après, le combat commence réellement, où vu que vous n'êtes pas immédiatement au contact, les joueurs ont le droit de faire ce qu'ils appellent la première volée, c'est-à-dire que vous allez avoir droit à avoir une attaque en jet si jamais vous possédez une arme de jet, un arc si vous voulez, une fronde ou n'importe quoi, mais les ennemis y ont droit aussi. Et après, le combat en tant que tel débute. Pour le combat, la première chose à faire va être de déterminer votre position. Donc c'est pas vraiment votre position physique, mais c'est votre attitude au combat. Ça, il y a un système de placement, mais qui est pas un placement dans l'espace, mais qui est plutôt
comment on réagit. Donc est-ce qu'on est défensif, c'est ça, hein? C'est ça, donc il y a 4 positions, on va dire ça comme ça, avancée, exposée, défensive et arrière, qui vont correspondre à ce que vous êtes sur quelque chose de très agressif, quelque chose de plutôt défensif. Et là, vous allez moduler votre placement en fonction de ces 4 positions-là, qui vont vous permettre de faire certaines actions et pas d'autres. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que le groupe est pas forcément homogène à ce niveau-là, et donc du coup, il va y avoir des gens qui vont plutôt être en arrière pour tirer, d'autres qui vont être des bourrins, qui vont plutôt être à l'avant pour taper. Ça, et en fait, les actions secondaires qu'on peut faire, c'est-à-dire vous voulez éviter, vous voulez désarmer, vous voulez aider, vous pouvez les faire qu'en fonction de votre position. Donc il faudra vous mettre dans une position qui vous permet de faire l'action. Je pense que c'est une espèce de guide qui permet aux joueurs qui sont pas habitués d'essayer de se mettre dans le... Enfin, de comprendre où est-ce qu'ils sont dans le combat. Donc ça, c'est un peu... Puis du coup, il faut connaître son personnage, puisque finalement, si tu as un personnage qui est plutôt un soutien versus un personnage qui est plutôt un tank, par exemple... Alors, tu peux tirer que derrière. Tu peux tirer que derrière. Et donc, du coup, pour pouvoir être derrière, il faut que des gens se mettent dans une position pour pouvoir te soutenir. Donc, il y a une stratégie, tout un réflexe à avoir autour de ça qui oblige les joueurs à maîtriser ces systèmes pour pouvoir connaître au mieux leur perso et donc du coup gérer au mieux tout ça. Et en plus de ça, l'un des points extrêmement importants, c'est que la position que tu vas prendre va déterminer ta facilité à toucher. En gros, plus t'es agressif, plus t'es en avant, plus tu toucheras facilement. Et plus ton adversaire tu toucheras facilement, exactement. Il y a quand même là, c'est des règles qui vont demander aux joueurs d'avoir une maîtrise de ce qui se passe pour pouvoir les utiliser au mieux, parce que sinon, ça devient juste du je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, et il faut que les joueurs il y a un côté stratégique un petit peu. Ouais. Ensuite, il y a un système d'endurance qui sont en fait les points de vie, enfin qui sont un peu, c'est ça, la vitalité et l'endurance du personnage. Oui, c'est ça, la force physique. Il y a un seuil de fatigue, donc quand tu perds trop d'endurance, tu passes en dessous du seuil de fatigue, tu as des malus pour certaines actions, et quand tu arrives à 0, tu tombes inconscient, et puis en fonction de si t'as des blessures ou pas, tu vas vers la mort ou pas. Et ton seuil de fatigue, il est géré, en fait, c'est impacté par ce qui se passe avant le combat, par ton encombrement, ce que porte ton personnage, tout ça, et typiquement, tu peux, dans un dernier mouvement, retirer une pièce de ton armure pour baisser ton seuil de fatigue, puisque tu baisses ton encombrement pour éviter d'avoir le malus sur ta perte d'endurance. Et donc, du coup, il y a vraiment le jeu fourmille de petites choses comme ça, où pendant le combat, tu peux modérer le truc pour justement essayer de stratégiquement ne pas perdre des points, des choses comme ça. Il y a vraiment cette logique où on sent ces jeux avec des systèmes de combat un peu à l'ancienne, où il y a une connaissance du joueur qui est très importante pour pouvoir moduler tout ce qui va se passer. C'est ça. Ensuite, il y a une grande partie du jeu qui est intéressante, dont tu vas nous parler, je pense, c'est le voyage. Ouais. Donc, Tolkien, il a beaucoup décrit dans ses bouquins finalement les traversées des personnages, les pérégrinations, et les personnages qui vont d'un point A à un point B. Ça fait partie de l'univers du jeu. Dans le Seigneur des Anneaux, on ne suit presque que des personnages qui voyagent et qui se déplacent. Et dans One Ring, ils ont voulu mécaniser ce truc-là. Et donc du coup, les joueurs, ils vont devoir cartographier, déterminer le plan de route, et ça va amener, en fonction du chemin qu'ils vont prendre, différentes choses. Donc le principe des voyages, quand vous êtes à Esgaroth et vous décidez de partir traverser la forêt noire pour, au hasard, remettre un présent au Seigneur des Aigles, par exemple, vous allez devoir déterminer quel chemin vous allez prendre. Et donc du coup, pour ça, le jeu fournit des grandes cartes qui sont plutôt jolies, qui respectent parfaitement la charte graphique, on va dire, de l'univers de Tolkien. Et les joueurs vont déterminer ensemble quel chemin ils vont prendre. Le MJ, de l'autre côté, a la même carte avec des données supplémentaires. Il a la dangerosité du milieu, la probabilité de tomber sur des créatures, il a plein de choses sur ces cartes-là. Ce que tu me dis, c'est qu'en fonction du chemin qu'on va décider nous, en connaissant pas forcément bien, exactement. Et toi tu vas savoir, vous passez par là, c'est rouge, oulala, oui, c'est ça. Ou alors, mais il y a telle créature qui vit là, vous êtes sûr de vouloir passer par là, et en fait les joueurs, eux, dans leur background, peuvent avoir des connaissances un peu supplémentaires qui peuvent leur dire, mais à ce moment-là c'est aux joueurs de s'en saisir, non mais on va pas passer par là, cette partie de la forêt noire elle est maudite, tout le monde le sait, alors qu'il y a une belle route qui y passe, comme par hasard, et donc du coup est-ce que tu vas décider d'y passer ou pas, des choses comme ça. Ok, donc ça c'est pour la préparation du voyage, et ensuite les joueurs se mettent en route et ils vont devoir déterminer en fait quel rôle ils prennent pendant le voyage. Il y a ceux qui vont chercher à manger, il y a ceux qui font il y a les éclaireurs, il y a ceux qui font la garde, etc. Et donc ça c'est vachement intéressant parce que ça permet d'avoir des événements en cours de voyage, un petit peu comme Red of Dragon où il y a ce système de création de péripéties dans ton voyage qui permet de créer. Tu peux faire une session en campagne où juste il se passe un truc du temps voyage et puis ça te prend 3 heures quoi. En fonction du terrain, vous allez avoir plein de tests à faire, et donc du coup si vous
vous échouez à ces tests-là, en fonction de qui a échoué, de où c'était, etc., il y aura des événements qui vont se dérouler, où vous pouvez vous faire attaquer, vous pouvez manquer de bouffe, il peut se passer beaucoup de choses qui vont dépendre de la nature du test qui va être fait, qui va être raté. C'est un truc qui genre combiné, parce que j'ai vu qu'il y avait des bouquins, tu sais, avec des tables aléatoires de voyage, et ça combiné avec ça serait super, genre ça te crée des petites aventures. Le jeu en fournit dans certains suppléments, il y a notamment un supplément périple et voyage, qui vous décrit une multitude de situations possibles en fonction de la nature du terrain, en fonction de si vous étiez en barque, à cheval ou ce que tu veux, qui va te permettre en fait de varier les péripéties que peuvent avoir tes personnages. Et effectivement, je pense que c'est moins développé que dans RDD, ce côté aventure dans l'aventure que RDD met vraiment beaucoup en avant. Oui, tu peux créer une aventure tout seul sans rien faire. Il y a ce côté-là en moins marqué, mais qui peut effectivement arriver où au cours d'une aventure, il peut vraiment se passer quelque chose qui n'avait rien à voir, qui n'était pas prévu. Donc donc ça permet de dévier, de faire des apartés, etc. Et c'est là où en fait où tu vas cumuler le plus de fatigue. Donc la fatigue, ça va à la fois être l'encombrement de ton personnage, mais aussi l'accumulation de ce que va vivre ton personnage qui va faire monter progressivement ta fatigue. Plus ton niveau de fatigue est élevé, plus tu peux pas te permettre de perdre de points d'endurance. Exactement. Et donc du coup, plus ton voyage est long, plus il va falloir gérer en fait la fatigue de ton personnage, se reposer, etc. pour éviter que si tu tombes dans une embûche, ton niveau de fatigue soit si élevé qu'au moindre point d'endurance, tu te retrouves fatigué, qui est du coup un état qui va te permettre, qui est pas si dangereux que ça, mais qui fait que tu vas moins bien te battre. Oui, de toute façon, le jeu est pas forcément très sympa avec vous, vous verrez, on en parlera. Le jeu rappelle que en fait, la Terre du Milieu, c'est un milieu impitoyable, que dans les films et dans les livres, vous avez vu des héros, des gens qui sont particulièrement talentueux, qui eux survivent plus facilement que vous, et vous n'êtes pas des héros. Non. Et donc, du coup, vous allez vous faire rouler dessus par l'univers, et l'univers vous le rappelle régulièrement. Bon, il y a une autre mécanique très intéressante, celle du moral, en fait, de la corruption et l'espoir. C'est ça, entre l'espoir et l'ombre. Et du coup, ça, parle-nous un petit peu du coup, ça influe. Vos personnages, ils vont avoir, comme ils ont un capital de points de vie, l'endurance, ils vont également avoir un capital de points psychologiques. La santé mentale, ça vous dit un truc ? Ouais, ça ressemble beaucoup à la santé mentale de Cthulhu, dans le sens où ils ont un capital de points d'espoir, qu'ils vont pouvoir dépenser. C'est un peu, cette réserve de points d'espoir, c'est un peu votre réserve de points de destin. Vous pouvez piocher dedans pour pouvoir augmenter, si vous avez raté des jets, pouvoir augmenter le seuil de réussite de vos jets. Mais donc, du coup, quand vous piochez là-dedans, vous piochez dans la réserve psychologique morale de votre personnage. Et parallèlement à ça, il va pouvoir cumuler des points d'ombre, des points de corruption. Ça, c'est quand il va être confronté à un objet ou à une situation qui va l'amener vers le côté obscur. Tu vois, par exemple, si vous aviez survécu lors de la dernière session, ou si on rejoue Carantir qui a survécu, il a quand même abandonné ses compagnons à une mort certaine. Et ça fait gagner un max de points d'ombre. Là, en fait, avec ça, il gagne beaucoup de points de corruption parce qu'il a abandonné. Est-ce qu'il y a un avantage à gagner des points d'ombre ? Est-ce que tu peux les utiliser de manière avantageuse ? Alors, tu veux dire pour le joueur ou pour le MJ ? Pour le joueur. Non. Les points d'ombre, alors l'accumulation, en fait tu vas gagner des traits. Au niveau du roleplay, l'accumulation des points d'ombre fait qu'à un certain moment, tu vas gagner des traits négatifs qui vont impacter la psychologie de ton personnage et donc du coup faire évoluer ton personnage. D'accord. Et par contre, l'accumulation de points d'ombre peut amener à certaines crises de folie qui font que pendant l'espace d'un instant, tu perds le contrôle de ton personnage, clairement. Et donc du coup, et là aussi, tu vas aussi gagner des traits particuliers en rapport avec ton ombre. Et c'est là où la part d'ombre du personnage qui se trouvait sur ta fiche de personnage pour Carantir prend de l'importance. Ouais, d'accord. Donc juste une petite précision sur les lancers de dés, vu qu'on vient de parler des points d'espoir. Vous avez ces points d'espoir qui vous permettent, quand vous en dépensez sur un jet, quand vous avez raté vous devez faire 14, vous avez fait 12, ça vous permet d'augmenter votre score d'un certain nombre de points en fonction du type de lancer. On va pas rentrer dans les détails, et du coup c'est un peu comme des points de destin, sauf qu'il y en a beaucoup plus quand même, on en a pas mal. C'est pas facile à regagner. Non. Donc il faut quand même faire attention à comment on les utilise. Il y a un petit twist avec ça, c'est la réserve de communauté. Il y a des points d'espoir communautiques qui sont à la bourse où tout le monde peut piocher dedans. C'est ça. Et en fait, du coup, n'importe qui peut aller chercher ces points-là. Et la petite règle rigolote qui va bien aussi dans là, c'est que tu peux y aller et piocher des points contre l'avis des autres. Oui, parce que finalement, comme c'est une bourse commune, tout le monde y a droit. Sauf que si tu fais ça contre l'avis du groupe, tu gagnes des points d'ombre. Ouais. Ce qui veut dire que tu augmentes ta corruption interne, et donc du coup, t'as la probabilité que tu as... Ouais, c'est la merde. Ce jeu, il a un petit peu la philosophie de soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour ne plus en être un. Il y a vraiment ce côté-là où il faut vite partir à la retraite, parce que tes personnages, quoi qu'il arrive, vont devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus aigris, et de plus en plus corrompus. Et donc soit ils arrêtent avant de passer du côté obscur, soit ils deviennent complètement mauvais. Mais du coup, on va parler du dernier point qui était assez important à soulever, c'est cette fameuse
la filiation, enfin le legacy, l'héritage. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'es amené à faire une campagne longue, ton personnage il va être amené à prendre une retraite. Oui. Parce que, ou mourir de circonstances violentes. etc. Et vu que ça peut arriver assez régulièrement, au lieu de perdre tout ton personnage, c'est-à-dire de perdre tous les avantages que tu as gagnés, tu as cette notion de filiation ou d'héritier, et en fait, ton personnage avait un fils que tu vas se mettre à jouer, et ce fils-là, du fait de l'apprentissage que lui a donné son père, il va garder un certain nombre de points d'expérience qu'avait accumulé son père ou sa mère, et qui va pouvoir transférer à son personnage directement du fait de l'apprentissage qu'il a eu. Et donc ça te permet de continuer avec un personnage qui est, qui repart pas de zéro, quoi. Donc c'est-à-dire que si ton personnage a pris sa retraite, tu vas quand même quasiment garder tout ce qu'il avait, parce qu'il va avoir le temps d'enseigner à son fils, ou pas forcément son fils, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui en veut. Voilà, à son Bilbo et Frodon, voilà. Par contre, s'il meurt d'une mort violente en combat, effectivement, le passage le passage de flambeau est plus difficile. Il a eu moins le temps d'enseigner. L'XP va être différente, Et du coup, tu auras pas tous les points d'expérience qu'avait le personnage de base. Donc c'est comme ça que se passe un peu les personnages peuvent XP de base, hein, oui, il y a une scène d'XP pour que ton personnage évolue, et donc du coup il y a toute une mécanique autour du fait que est-ce que tu vas plutôt récupérer de l'expérience sous forme de matériel, et donc du coup upgrader ton matos, et donc du coup avoir des meilleures armes, des choses comme ça, ou gagner des traits, des qualités, des choses qui vont te permettre d'évoluer sur le plan, on va dire, psychologique ou narratif. Ça, c'est pour l'évolution de ton personnage à toi, avec des XP. Et une fois que ton personnage passe la main, effectivement, soit il est décédé, et à ce moment-là, tu peux même avoir des choses qui vont être dans les circonstances du décès. Par exemple, Belly, il a une mort violente liée à des créatures. Et il aurait le droit de sa filiation, qui qu'il soit, pourrait récupérer, en fait, par exemple, une attitude de haine envers les créatures qui ont tué son aïeul. Et donc, du coup, avoir des bonus quand ils les rencontreront, parce que ça devient un ennemi intime, familial. Donc il y a tout ce côté dynastie, héritage, qui fait que on peut arriver à des personnages de plus en plus puissants. Tout à fait, ouais. Voilà, et ce système permet de rendre crédible le fait de jouer des campagnes qui se passent sur 30, 40 ans. C'est ça. Donc, qui est un des objectifs du jeu, puisque la seule vraie campagne du jeu dont on parlera après qui existe, c'est une campagne qui a une volonté sur le long cours, puisqu'elle veut vous faire vivre les événements, la montée de l'ombre sur les 30-40 années autour de la Forêt Noire. Ça rend crédible cette possibilité de ne pas jouer un personnage, sauf pour les elfes, qui en fait vit des aventures épiques pendant 30 ou 40 ans, ce qui semble difficile. C'est ça. Donc voilà, on a fait un peu le point sur toutes les règles et tout l'univers du jeu et de son système. Donc maintenant on va parler à qui ça s'adresse ce jeu. Pour les joueurs, on va se le dire, ça s'adresse quand même à des joueurs expérimentés ou d'un niveau moyen qui ont déjà joué depuis quelques temps. Moi je trouve personnellement que ça ne s'adresse pas aux débutants. Pourquoi ? Parce que ça demande une implication du joueur importante, de connaître son personnage, de réfléchir à des placements stratégiques, etc. Donc soit il faut des joueurs très motivés qui veulent jouer à un jeu du style, soit il faut des joueurs expérimentés ou qui ont déjà un bon niveau, qui ont déjà pas mal joué et qui peuvent du coup effectivement encaisser les règles, quoi. Ouais, c'est ça, faut connaître les règles. C'est un jeu qui me fait un peu penser à Donjons et Dragons, dans le délire. En fait, les joueurs doivent être des experts de leur propre personnage et de certains trucs. C'est beaucoup moins avancé que dans Donjons et Dragons, mais si les joueurs maîtrisent mal les règles de combat, par exemple, ça va rendre le combat assez inhospitalier pour eux, parce qu'en fait ils vont avoir l'impression de subir tout ce qui se passe, et il va leur manquer ce côté proactif qu'ils pourraient avoir sur un combat, qui va leur permettre de, comme s'ils jouent aux échecs, mais toi tu vas aller là-bas, on va faire tel truc pour faire telle manœuvre, on va se protéger, tu vas tirer, etc. Les joueurs, il faut qu'ils aient ça pour profiter du combat, et c'est vrai que si t'es pas un peu investi là-dedans, tu vas pas y arriver. Et après, surtout, il y a une autre chose, c'est que ça s'adresse à des joueurs qui veulent vraiment jouer à ce jeu et se partir sur une campagne, parce que c'est quand même un jeu à campagne. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu, les one-shots, c'est marrant, mais c'est pas un jeu petite session, c'est un jeu où il faut s'investir, et du coup, tu peux pas jouer à beaucoup d'autres jeux de rôle à côté, quoi. C'est un jeu qui te prend beaucoup de place. Oui, c'est un jeu qui demande de la régularité. Pour l'intérêt du jeu est fait effectivement dans le fait de construire un personnage avec une évolution. Vous allez pouvoir effectivement, le jeu, il a beaucoup de loot, il permet de faire beaucoup de loot et de personnaliser son loot. Avec, quand votre personnage va évoluer, il va pouvoir aller chez le forgeron et rendre sa lame plus acérée, son bouclier plus solide, des choses comme ça. Donc du coup, le jeu va trouver son intérêt effectivement dans l'évolution des personnages, dans l'évolution de l'univers autour de lui. Et donc, c'est compliqué de faire que des one-shots, c'est possible, mais on sent que c'est pas là-dessus que le jeu se tourne, et vous perdez en
vous perdez en potentiel quand vous faites que des one-shots sur ce jeu-là. C'est ça. C'est sûr. Et donc du côté du maître du jeu... En fait, du côté du maître du jeu, il y a vraiment une lourdeur du système qui est importante. Avec le jeu, il n'est pas simulationniste, mais il gère beaucoup de choses et de plein de façons différentes. Et le MJ... C'est vrai qu'ils sont pas très unifiés en plus. C'est-à-dire qu'il y a des petites règles qui sont très différentes, donc il faut les connaître. Il y a beaucoup de petites choses, notamment sur le combat. Il n'y a pas vraiment de parade. La capacité de parer des personnages va être inclus dans la difficulté des jets. Ouais. Il y a beaucoup de petites choses avec tel test dans le combat, ça va être niveau de base 6 ou 9 en fonction de la position, plus combien le personnage a de parade, plus est-ce qu'il a un bouclier, etc. Il y a beaucoup de modificateurs, parce qu'il y a beaucoup de traits, de spécialités, etc. Exactement. Donc il faut connaître, il y a quand même des pages entières de traits. Il y a beaucoup de choses. C'est le premier jeu de rôle dont le livre de base est rempli de post-it, parce que quand tel personnage a fait ça, les joueurs me voyaient en train de chercher dans mon livre à telle page pour vérifier ça. Les rappels de règles faits par des fans, ils font 20, 30, 40, 50 pages. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Notamment parce qu'en fait, vu qu'on joue pas qu'à ça, quand on y revient, des fois on a un peu oublié. Donc ça c'est sûr. Ça rend la pratique un peu compliquée. Et voilà, pour les maîtres du jeu, il faut avoir une connaissance assez fine du système, avoir potassé et fait son propre rappel de règles pour être sûr qu'en cas d'imprévu, vous soyez capable d'agir sur le jeu rapidement. Et en plus, il y a beaucoup de systèmes qu'on n'a pas abordé, que ce soit la sagesse, la vaillance, les points d'espoir, on n'est pas allé très très loin. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans le système pour pas rendre le podcast imbuvable, mais en fait, le jeu regorge de plein de petits systèmes qui font que le MJ doit vraiment être en maîtrise à ce niveau-là, ce qui rend le jeu assez peu accueillant pour les jeunes MJ. J'ai noté pour MJ expérimenté et surtout pas un premier jeu. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne conseillerais pas à quelqu'un comme premier jeu. Voilà, si quelqu'un est très motivé, il peut, comme tout, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas inaccessible, mais je conseillerais pas en premier jeu. Alors après, la grosse différence, je fais le parallèle avec Dune parce qu'au moment de Dune, on avait fait ce parallèle-là. Le background qui était dans Dune un obstacle pour pouvoir rentrer dans le jeu, là, l'est pas du tout. Parce que finalement, l'un des gros avantages du jeu, c'est qu'en fait, tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux. Tout le monde a l'image de ce que c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et donc, le jeu, il n'a pas cette barrière d'un background qui est ultra fourni, mais inaccessible. Non, et puis même tu peux jouer sans connaître le background tant que le maître du jeu le connaît. C'est ce qui n'est pas le cas forcément de Dune, je trouve. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on parle un peu de l'ambiance. Bon, qu'est-ce qu'on va vous dire sur l'ambiance ? En fait, le problème, c'est qu'il y a une ambiance marquée au fer rouge que tout le monde connaît bien, des musiques ultra connues, ultra cultes maintenant, avec des thèmes que tout le monde connaît. Et c'est difficile de ne pas les utiliser parce qu'en fait, vos joueurs, on l'a dit, tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux. Tout le monde a vu la saga de base. Musiques. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas mettre que des musiques du film, c'est de varier avec des musiques plus génériques, etc. Mais effectivement, à certains moments... c'est difficile de ne pas les utiliser. Voilà. Et quand vos joueurs, ils descendent dans une caverne et qu'au hasard, vous leur mettez Khazad Dûm... en fait, voilà, quand ils voient un objet précieux et que vous leur mettez le thème de l'anneau, en fait, tout de suite, il se passe quelque chose. C'est ça, le thème de l'anneau, ils savent instinctivement, ils savent qu'ils sont tombés sur un truc dangereux. Et ils descendent dans une cave, vous leur mettez le thème de Khazad Dûm de la Moria, instinctivement ils savent qu'ils sont en train d'explorer un truc un peu interdit. Et en fait, il y a énormément de choses en termes de musique qui existent et qui vont vous permettre de varier. Les joueurs l'attendent, c'est très compliqué de pas l'utiliser. Puis il y a des musiques sur les jeux vidéo, il y a même pas besoin d'aide là-dessus. La playlist est facile à faire. Bon, l'avis, quel est notre avis ? Je vais peut-être débuter en tant que joueur. Vas-y. C'est un jeu qui a un potentiel énorme de par son univers, surtout de par son univers en fait, et qui a dans ses règles des aspects très sympas, notamment le voyage, la filialité, etc. Vraiment, des aspects qui rapportent un plus à l'univers. En plus de ça, il y a des campagnes, on va vous en reparler, mais il y a des choses qui ont été écrites qui ont l'air incroyables, avec vraiment un jeu en campagne. Si vous y mettez, je pense qu'il vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va vraiment être des moments assez intenses et assez épiques. Par contre, effectivement, le système, il est lourd. Je trouve pas que ce soit un système qui soit élégant ou qui soit très intéressant particulièrement. Et ça alourdit un peu le jeu. Alors voilà, le positif, c'est l'ambiance et l'univers, c'est juste incroyable. Tout le monde a envie de jouer à ça. Les races, tout est bien écrit, les scénarios sont super. Le problème, c'est le système de jeu. Qui est daté. C'est le souci, c'est que on sent le système des années 90-2000, un peu à l'ancienne, avec un système à tiroir où vous tirez une flèche et là... beaucoup de modificateurs, de choses qui rentrent en jeu. Donc ils demandent une expertise du joueur qui est pas... que nous, on n'apprécie pas forcément, un peu comme tout ce qui est Donjons et Dragons, etc. D'ailleurs,
pour nous en tout cas, le fait qu'il y ait de la 5e ne règle pas le problème. Non. Parce que c'est un autre esprit, c'est pas la même chose qu'on recherche. Et donc effectivement, on attend beaucoup de la V2 pour moderniser ce système. Et effectivement, si on a ce background, ces scénarios, cette sensation qu'on a en jouant, qui est vraiment présente, d'obscurité, de confrontation, de corruption, et bien avec un système qui sera peut-être plus simple, plus fédérateur, plus novateur, et bien je pense que là on sera sur quelque chose de vraiment génial. Actuellement, il faut savoir dans quoi on s'engage, c'est pas simple à jouer. Après, actuellement, la V2 existe déjà, vous pouvez avoir la V2 en VO avec l'adaptabilité des règles sur la V1. La V2 va arriver en français. Voilà. Et je pense effectivement pour des nouveaux joueurs, de ce que j'ai lu rapidement des règles de la V2, elles sont très prometteuses. En tout cas, moi c'est mon avis, il y a beaucoup de forums où les gens se déchirent entre les règles de la V1 et de la V2. Oui, mais bon, tu sais, les forums. Ah oui, il y en a, il y a un topic autour d'eux, il y a des gens qui ont splitté même sur un des forums où je suis, où ils sont pas d'accord sur laquelle est la meilleure. Oui, mais c'est comme les gens qui vont te dire que non, Donjons et Dragons, c'est la 2e édition en fait. C'est un peu ça qui est en train d'arriver. En fait, on s'en fout, d'accord. Et donc, du coup, vraiment. Là, nous, on parle pas. Les gens qui ont 50 ans de jeu derrière eux, on leur parle pas vraiment à eux, parce que bon, ils savent déjà, ils jouent comme ils veulent. Mais moi, pour un joueur nouveau, pour des gens qui se mettent au jeu de rôle, non, le système, il est pas bon. Voilà, c'est clair. Il est pas mauvais, je peux pas dire qu'il est mauvais. Mais il est pas bon, c'est pas un bon système, il est pas accueillant. Il est surtout lourd. En fait, c'est pas qu'il est. En fait, une fois que vous le maîtrisez, ça va bien se passer. Mais il y a surtout une lourdeur dans le système qui fait que c'est difficile d'avoir un jeu optimal si jamais vous jouez à d'autres jeux et que vous investissez pas dedans. Le système, il est bon, il est réfléchi et effectivement, si vous le maîtrisez parfaitement ou si jamais il était motorisé par un ordinateur qui était capable de ne jamais se rater, ça se passerait très bien et ça ouvre plein de possibilités. Mais ça demande une maîtrise qui est difficile à avoir quand vous jouez pas qu'à ça, qui est difficile à avoir si jamais vous n'avez pas le temps de vous investir dedans. C'est le souci. Et c'est vraiment un gros souci et qui va apparemment, de ce que j'ai lu sur le jeu, être plus ou moins réglé par la V2 qui arrive avec le système Free League. Ça, j'ai confiance qu'avec le système Free League, ça va. Et en plus, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être proches. Le système de D6 de Free League, les proches des dés de maîtrise, il peut se passer des choses et ce qu'ils vont faire avec a l'air vraiment très intéressant. Et donc, du coup, du point de vue du MJ, le jeu, je trouve, il est vraiment trop lourd pour quelqu'un qui commence. C'est un coup, en fait, franchement, à se dégoûter de masteriser parce qu'en fait, tu peux vite être pris dans juste de la réaction autour de c'est quoi déjà la règle pour tel truc et finalement manquer d'improvisation, de légèreté et passer en fait à côté de ce qui fait, à mon sens, un peu le sel du mastering, qui est de pouvoir vraiment jouer avec tes joueurs et tu peux vite s'affranchir des règles, de rebondir, de pouvoir dire mais non, mais la règle, fais ça, après, il a ce petit côté peut-être un petit peu comme Rêve de Dragon où finalement, il est tellement motorisé que en fait, si tu ne respectes pas les règles du jeu, tu passes un petit peu à côté de l'esprit du jeu. Mais en fait, c'est un peu comme RDD, difficile d'être parfait et de faire respecter cet esprit du jeu-là parce que les règles sont vraiment dures à faire respecter. Bref, donc voilà, c'est ça notre avis sur le jeu. Beaucoup de potentiel, un univers incroyable qui mérite d'être joué, mais des règles, moi je dirais surtout datées, ça ressemble au vieux jeu de rôle et on attend le nouveau jeu de rôle, plus de 2020, dans le Seigneur des Anneaux, qui va nous amener quelque chose d'un peu plus moderne, qui correspond peut-être plus à notre façon de jouer à nous actuellement. C'est ça, exactement. Bon, du coup, maintenant on va parler un petit peu de la gamme. Déjà, c'est un jeu de rôle fini. Oui. La première édition, c'est ça, elle est terminée. Là, on va parler de la gamme complète. C'est ça. Et il n'y a pas de nouvelles sorties prévues sur cette gamme-là. Non. Actuellement, pratiquement toute la gamme existe encore dans le commerce, mais vu que la V2 arrive, il est probable qu'elle soit de moins en moins produite. Il y a eu une nouvelle production avec l'annonce de la V2 où ils ont réédité. Il y avait certains trucs qui étaient plus trouvables. Et là, l'année dernière, où il y a 1 an et demi, ils ont réédité l'ensemble de la gamme V1, pratiquement. On peut pratiquement tout retrouver. Et ils vont, je pense, plus les réimprimer. Donc, mais actuellement, vous trouvez encore 9 la plupart des suppléments. Alors, parlant des suppléments, déjà, le livre de base. Donc, le livre de base, dans sa version 1.5, donc sa version revue et corrigée. Actuellement trouvable. La première ne se trouve plus à part en numérique. Donc, elle s'appelle L'Anneau Unique, le livre de base, édition révisée. Elle fait 49,95 €. 332 pages. Donc, dans le livre de base, vous avez les règles, un scénario avec des prétirés. Et il faut savoir que ce livre-là et l'ensemble de la gamme, c'est du couleur. Voilà. Et tout est en couleur, il n'y a pas de noir et blanc. La direction artistique, la maquette, elle est vraiment très jolie. Elle a à la fois une identité
identité à elle, les dessins sont particuliers, mais en même temps, elle est cohérente avec le visuel global du Seigneur des Anneaux, avec ça ressemble un petit peu au dessin d'Alan Lee, des choses comme ça. Donc, vous allez avoir une identité visuelle globale qui est vraiment dans ce que vous imaginez être le Seigneur des Anneaux, en ayant quand même un petit côté, vu que c'est un jeu qui parle du retour de l'ombre, il y a quand même, les dessins sont assez sombres, la charte graphique, moi je trouve que les orques, les gobelins, ils ont vraiment une tête. Alors, ça me fait pas penser à Vaesen, mais il y a un délire dans ces formes très allongées, des choses comme ça, avec un crayonné très noir, voilà, où on sent qu'on est sur une période qui va s'assombrir et que l'ombre prend quelque chose d'important. Alors, en plus du scénario, il est prétiré. Il y a l'esquisse d'une campagne, parce que du coup, c'est un jeu à campagne et ils vous le disent tout le temps. Et en fait, vous avez le résumé en plusieurs pages de ce que sera la campagne Ténèbres sur la forêt noire, dont on va vous parler juste après, dedans, pour vous aider à commencer cette campagne à faire des liens. Donc, il faut savoir que cette gamme, elle fonctionne en binôme, c'est-à-dire que souvent vous avez un livre de scénario campagne qui est accompagné de son frère en fait, avec, ou c'est plutôt règles et contexte. Règles et contexte, exactement. Donc vas-y, donne-moi un petit peu la gamme. Je vous rappelle qu'à la base ils avaient prévu de faire des livres de base partout, ils ont abandonné ce truc-là, mais ce côté un petit peu règles et contexte et scénar, ils l'ont adapté effectivement avec les diptyques. Donc au début vous avez tous les bouquins, je vais pas vous donner les prix de chaque et les pages de chaque, mais chaque supplément fait en général entre 24, 23 et 30 euros, et fait entre 100 et 150 pages. Donc à chaque fois, du coup, un diptyque, c'est 300 pages pour les deux bouquins, et avec un prix en général, si vous prenez les deux, autour de 60 euros. Donc vous avez, à chaque fois, c'est en fonction du contexte, donc un supplément sur les terres sauvages, donc là où se passe le principal du jeu, donc guide des terres sauvages et contes et légendes des terres sauvages, qui va apporter de nouvelles créatures, enfin jouables, de nouvelles cultures jouables qui sont les elfes et des hobbits, de d'autres endroits, vont amener des règles sur certaines phases du jeu, notamment les phases de communauté, qui sont les endroits où vous allez commencer à faire fructifier, on va dire, un héritage personnel, et donc du coup commencer à tisser des liens avec d'autres choses, et donc du coup vous apprendre un petit peu à gérer certaines choses. Donc il y a environ 7 scénarios dans celui-là ? Il y a 7 scénarios dans celui-là, qui sont soit jouables uniques en scénario unique, mais toujours avec cette limite des scénarios uniques, soit ils ont un lien pour faire une petite campagne. Le guide il fait quoi, 25 ? Donc le guide il fait 24,95 et le conte et légendes, donc le guide c'est supplément de contexte, et contes et légendes c'est les 7 scénars qui fait 29,95. Ok, très bien, donc ça c'est le premier diptyque. Ensuite il y a quoi ? Il y a un supplément qui va avec, on va dire, c'est la campagne. Donc la seule vraie campagne de ce jeu-là, qui est Ténèbres sur la forêt noire, d'accord, qui fait 150 pages, enfin 144 pages, 29,95 €, et là qui a un supplément full campagne. Donc c'est pas des scénarios, là pour le coup c'est beaucoup moins écrit, c'est plutôt une trame chronologique très fournie qui vous raconte les 30 années de ce qui se passe sur Ténèbres, enfin dans cette zone-là, et qui du coup raconte l'avènement de l'ombre, et vont vous aider du coup à faire des scénarios autour de cette montée de l'ombre, avec des événements importants, etc. Et c'est là où en fait où c'est ultra important d'avoir les deux précédents, parce qu'en fait les trois se nourrissent les uns des autres, et vous n'aurez pas une vraie campagne à faire jouer comme ça se voit plus maintenant, avec vraiment des choses complètes dedans. C'est vraiment plutôt une chronologie qui va vous aider à construire tout ça. Il faut savoir que cette campagne, il y a des critiques qui sont dithyrambiques, c'est un des suppléments les plus appréciés en termes de campagne dans le jeu de rôle d'Heroic Fantasy. À chaque fois qu'on entend des gens qui en parlent, ils sont en mode c'est exceptionnel, c'est magnifique. Toi, tu l'as lu ? Ouais. Et effectivement, toi aussi, tu nous as dit, non, mais c'est dingue. En fait, le concept de on va vivre, mais en fait, là, ça rejoint le côté campagne, dans le sens au long cours, on va vivre une épopée qui va s'étaler sur des dizaines d'années, voir vivre et mourir des personnages, on va construire ensemble quelque chose, et du coup, finalement, des personnages que vous allez connaître enfants, dans la forêt noire, vous allez les voir s'élever contre une menace, peut-être mourir, vous allez vous attacher à ces gens-là, vous allez construire, parce que du coup, dans cette campagne-là, ils vous apprennent surtout comment gérer votre propre exploitation viticole ou arboricole ou ce que vous voulez, et donc du coup ils vont vous obliger à vous ancrer dans cette zone, mettre de l'importance dans quelque chose, et en fait ils finiront par être attaqués, ils finiront par passer quelque chose, et du coup tu vas devoir être tiré entre je vais aller dans tel endroit pour je sais pas moi sauver un village, ou en fait, ma propre exploitation va être... et du coup, comment je vais faire pour survivre ? En gros, voilà, la campagne vraiment superbe. Ouais.
Donc ensuite, du coup, ils vont sortir un paquet d'autres suppléments qui va aller étoffer d'autres zones. Donc du coup, c'est pas plus anecdotique, c'est moins centré sur la volonté de base du jeu qui était de vous faire vivre les événements autour de Mirkwood. Ça va vous permettre d'aller un petit peu ailleurs. Donc vous allez avoir le diptyque Erebor, le rire des dragons, qui sont les derniers qui sont sortis, qui vont se concentrer sur les cultures naines et du coup sur l'histoire autour des dragons dans la Terre du Milieu, d'accord, qui rajoute des petites règles autour des nains, des règles autour aussi de nouvelles cultures de nains et comment les MJ peuvent gérer eux-mêmes les dragons. Et à nouveau, vous avez 6 scénarios autour de Erebor et des dragons. Vous allez avoir un supplément autour du Rohan, donc Serment du Riddermark, avec 6 scénarios et un supplément de contexte autour des cavaliers du Rohan. Ceux-là, ils vont plutôt s'intéresser aux Ents, aux gens qui vivent vers la trouée du Rohan. À chaque fois, c'est une trentaine d'euros le bouquin. Systématiquement, 30 euros, 150 pages. Et donc, du coup, l'ensemble du diptyque, c'est 60 euros pour 300 pages. Donc, à chaque fois, c'est quand même, finalement, un gros sourcebook supplémentaire assez important. Et c'est difficile de faire le tour de tous les bouquins quand vous jouez avec vos joueurs. Et donc là, vous allez avoir Saruman, vous allez avoir des choses comme ça, donc avant qu'il devienne mauvais, donc vous allez avoir la montée de l'ombre autour de Saruman et son intérêt autour de l'anneau qui peut être intéressant à exploiter, et surtout la méfiance des joueurs qui connaissent tous Saruman en tant que mauvais magicien, et que là vont devoir tolérer le fait que là il est bon, peut-être en tout cas. C'est sûr que c'est compliqué. Ensuite, vous allez avoir un supplément autour de Foncombe, avec les vestiges du Nord et Foncombe, de nouveau 29,95€ chacun des scénarios et du contexte, où là ils vont vous intégrer les hauts elfes, les rôdeurs du Nord, donc ceux qui fantasment de jouer à Aragorn pourront jouer avec ça. Ouais. Et vous allez avoir plein de règles autour des objets magiques et maudits. Donc c'est là où presque vous pouvez façonner vos propres anneaux de pouvoir, des choses comme ça, même si jamais on reste en dessous des plus grandes reliques de la Terre du Milieu. Et là, je trouve qu'on arrive dans les suppléments un peu plus, pas anecdotiques, mais un peu différents. Il y a un supplément, effectivement, qui est un peu... C'est un ovni dans la gamme de suppléments, c'est Bray, où c'est un seul supplément à 27,80. Bray Le village de Bray, c'est Bray. C'est vrai. En français, c'est Bray. D'accord. Et vous allez avoir 100 pages autour de la vie de Bray. Donc là, du coup, on n'est plus du tout dans cette aventure héroïque, on est plutôt dans monter sa taverne, avoir la vie de village, etc. Alors il y a quelques trucs autour de ce qu'on appelle les Galgal, qui était le truc évité dans les films de Peter Jackson, donc assez peu connus du public, qui sont des tertres maudits, des tombes d'anciens rois, de ce qui se passait là avant. Mais en fait, c'est quand même plutôt un supplément autour de la vie paisible de Gentlefolks, quoi. Qui a un truc du Seigneur des Anneaux, mais un peu moins connu des films, très mis en avant dans les bouquins. Ouais. Donc c'est un peu un supplément, je dirais pas anecdotique, je dirais surtout à part. C'est ça, c'est pour jouer un type de choses particulier. Ouais, ok. Et ensuite, c'est des choses qui sont plus des bouquins, ou alors des suppléments de cartes, avec cartes et périples. T'as parlé de la montagne, là, et les dragons ? Le rire des dragons, ouais. Ah j'en ai parlé. Ça, c'est une campagne ou c'est des scénarios qui peuvent être reliés. C'est des scénarios dans Erebor. C'est ça. Donc j'en ai parlé avec Erebor. Donc ensuite, tu m'as dit, il y a les cartes et périples. Ensuite, t'as les accessoires. Ça, c'est sympa, cartes et périples quand même. Ouais, donc cartes et périples, c'est un ajout où vous avez toutes les cartes en grand format pour pouvoir jouer dans tous les domaines, parce qu'elles sont pas comprises dans les bouquins, elles sont à l'intérieur, mais elles sont pas en format détachable. PDF, voilà. Donc elles sont dans les bouquins. 24,95. 24,95. Donc du coup, vous avez toutes les cartes. Alors le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ont imprimé à chaque fois le joueur et le MJ de chaque côté. Ce qui fait qu'en fait, il faut faire choisir ses joueurs sur la carte, ensuite reprendre la carte pour voir le tracé MJ. Ce qui est dommage. Ouais. Ils auraient pu faire différemment. Ça, c'est con. Avec un fascicule autour des règles de voyage, où là, vous allez pouvoir agrémenter tous vos voyages en fonction de bateaux, etc., avec tous les périls proposés par le jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y a le set 2D qui n'est plus trouvable actuellement, qui existe en différentes versions, où vous allez avoir 6 dés de maîtrise et 1 dé du destin dedans à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal, même si jamais ils sont pas nécessaires et vous pouvez vous tirer avec un dé 12 et un dé 6. Voilà. C'est juste que le dé du destin, il y a la lecture Gandalf, œil de Sauron, qui rend le jeu sympathique. Ils vont être réédités avec la vie de toute façon. Oui, très probablement. Donc du coup, c'est différent, mais le grand scandale et le truc... En fait, à la fois à ne pas acheter et en même temps, ils ont glissé un truc dedans qui rend le truc presque indispensable. Là, c'est vraiment la quenelle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pour être poli, c'est la quenelle, mais je comprends pas cet écran-là. Et vraiment, il est aussi inutile d'un côté que de l'autre. Donc, c'est l'écran du jeu qui est associé au guide de la ville du lac. Donc la ville du lac, c'est Esgaroth, c'est la ville qui est décrite comme étant centrale dans le bouquin. Ils te disent que la meilleure ville pour commencer, la meilleure ville où débuter, c'est Esgaroth. Parce qu'on retrouve toutes les races, c'est un petit peu le carrefour de toutes les civilisations, où c'est pas une ville qui appartient spécifiquement à une culture, mais il y a tout le monde qui est là. Et cette ville, elle est très peu décrite dans le bouquin de base. Et le fascicule, pour pouvoir avoir la description, et la culture des hommes et femmes du lac, il est dans l'écran.
Mais alors, juste pour vous dire, l'écran, il est l'écran, immonde. Voilà, en fait, comment vous expliquer ? Vous voyez, imaginez Seigneur des Anneaux, vous imaginez quoi ? Des plaines, des tombeaux, des mines, des grands cols. Le jeu s'appelle Aventure dans les terres sauvages. Voilà, non, juste, ou alors tu imagines une grande forêt noire, quelque chose de stylé. Non, là, pour vous faire la description, c'est une ville côtière avec une mouette en premier plan. Voilà, c'est tout. Et rien de stylé. La mouette, elle prend presque genre un quart de l'écran. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui, dans Cubicle 7, a eu la décision de dire oui, c'est ça l'artwork qu'il nous faut. Ah, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est le pire écran que j'ai jamais vu. L'artwork est pas moche, non, c'est pas objectivement. Ça. Le dessin est très joli objectivement. C'est juste que ça n'a aucun rapport avec la majorité des choses qu'on va vivre. Et même si jamais tu prends le scénario de base, le set de scénario d'initiation qu'il y a dans le bouquin, tu commences à Esgaroth, ok, mais en fait... c'est pas du tout l'ambiance qu'on va avoir. Enfin, c'est vraiment c'est ridicule. C'est ridicule. Donc ça, la V2, merci de rapidement corriger le tir parce que franchement, je suis sûr que ce sera mieux pour la V2, c'est Free League. Ça sera forcément mieux. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont eu quoi ? Attends, mais en plus, ça s'arrête pas là parce que l'artwork est inadapté. Mais l'intérieur est catastrophique. Mais l'intérieur est catastrophique. En fait, quand tu masterises ce jeu, les tableaux qui te mettent les rappels, en fait, sont la plupart du temps inutiles. Ou alors juste mal pensés. En fait, tu passes ton temps à aller rechercher dans le bouquin pour des informations que tu voudrais avoir parce que tu en as besoin toutes les 5 minutes devant toi. Donc en fait, clairement, il faut faire son propre écran si vous voulez jouer à ça. Pour l'instant, en tout cas, à la V1. N'achetez pas l'écran, débrouillez-vous pour récupérer le fascicule, parce que si vous voulez jouer à Esgaroth, vous avez énormément d'informations dans le fascicule, donc en fait, c'est là où il y a la quenelle, c'est que tu es obligé d'acheter l'écran pour avoir ce fascicule il est difficilement trouvable en PDF, et il est nécessaire parce qu'en fait, il décrit une nouvelle culture, les hommes du lac, et la ville où tu es censé faire baser, où il te conseille tout le temps de baser ton truc. Ouais. Non, le fascicule aurait dû dans le bouquin de base, il aurait dû se retrouver là-dedans, ça c'est sûr, et c'est dommage qu'en plus l'édition révisée ne le mette pas, enfin, vraiment je comprends pas, et ensuite l'écran il est juste ni fait ni à faire, l'artwork est nul et la partie MJ est inutilisable. Ouais, voilà. Donc, vraiment, ça l'écran, c'est voilà. Gros point noir. Bon, du coup, l'avis sur la gamme, les indispensables de la gamme. T'as oublié. Bah, t'as oublié. Ah, on y a joué ce matin. J'ai oublié. Alors attendez, ça, c'est le point positif de la gamme. Ouais, on a un point négatif, on a un bon point positif. Non, mais c'est le Joker. C'est la bonne surprise. Ouais. Ils ont édité un petit jeu de société avec un concept assez sympathique et assez original. Qui en tant que standalone est très sympa à jouer avec des potes, quoi. Ouais, c'est ça, quand on a joué tout à l'heure, on a bien rigolé. Mais qui en plus peut être utilisé pour jouer au jeu de rôle. Ça, c'est très intelligent, ça. Et ça, c'est bien joué. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Histoire de Hobbit. Histoire de Hobbit, c'est un jeu en gros où vous allez avec des cartes créer une sorte d'improvisation de petits récits où vous allez improviser le récit. Il y a un compteur qui va devoir faire en fonction des cartes qu'il a dans la main et les autres joueurs peuvent venir faire les troubles faits, c'est ça le terme, en mettant des cartes péripéties au milieu de son histoire et il doit essayer de pouvoir jongler avec tout en essayant de terminer son histoire. Avec un système de points, donc le jeu en lui-même est assez marrant à jouer comme ça, mais en fait les cartes peuvent avoir une application directe dans le jeu quand vous jouez, notamment je crois avec le voyage. C'est ça, en fait si vous propose, et c'est directement inclus dans le jeu, dans les règles du jeu de plateau, vous les prenez et ils vous expliquent comment l'intégrer à votre jeu et du coup pour le voyage, vous allez avoir des symboles sur les cartes qui vont, lorsque les joueurs ont des événements périlleux, c'est-à-dire des événements lors du voyage qui n'étaient pas prévus, vous permettre de tirer des cartes au hasard, qui va vous permettre de savoir quel joueur va être impliqué dans l'événement périlleux, quel type d'événement périlleux on va avoir, et quel type de combat, etc. Donc le jeu vous permet de mécaniser ça avec énormément d'artwork, donc vous pouvez l'avoir à la table, et donc les montrer à vos joueurs, etc. Ce qui va permettre en fait de... Ouais. Ça coûte combien, tu sais, ou pas d'imager. Le jeu, il coûte combien ? Non, je n'ai pas noté le prix du jeu. Désolé. On vous le mettra en description si nécessaire. Et donc du coup le jeu vous permet en fait de dire là t'es attaqué par un orc et de mettre l'orc au milieu de la table, etc. Ça rend vraiment le truc super intéressant. C'est un peu le petit bonus. Le pire c'est que ce jeu je l'ai depuis plusieurs années avant même d'avoir joué à One Ring. J'avais pas remarqué qu'il était que c'était un produit dérivé du jeu et c'est en remarquant ça et en feuilletant les règles que je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait jouer avec dans le jeu de rôle. Enfin bref, vraiment c'est la bonne surprise et ça a été fait en plus, le jeu a été fait par le créateur du jeu de rôle. Donc, c'était environ 25 €. Environ 25 € le jeu. Je sais pas s'il est encore trouvable, je crois pas. Je n'arrive pas à le trouver pour l'acheter. Donc à voir. Mais en tout cas, effectivement, c'était vraiment une idée super. Quoi. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Donc, les indispensables du coup. Alors,
À mon sens, en fait, la gamme est très vaste et il y a pléthore de choses. Il y a pléthore de choses et tout n'est pas forcément nécessaire pour pouvoir jouer correctement. Donc, le livre de base, il n'existe pas de kit d'initiation en ligne, de choses comme ça. Il n'y a pas de kit d'intro. Voilà. Donc, le livre de base, il est hautement nécessaire et en plus, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a par contre peu de scénarios. Il n'y a qu'un seul scénario d'introduction qui est très sympathique, mais qui du coup est insuffisant à lui tout seul. Dans ce jeu-là, je pense qu'au vu de l'intention du jeu, il vous faut en indispensable le livre de base plus le diptyque Guide des terres sauvages et Contes et légendes des terres sauvages. Avec ça, vous avez de quoi jouer pendant très longtemps. Vous avez énormément de documentation supplémentaire sur l'univers pour pouvoir faire jouer à peu près tout ce que vous voulez. Et si jamais vous êtes parti pour quelque chose de plus prolongé, là, il faut vous lancer assez vite sur Ténèbres sur la forêt noire. Ça, c'est certain. Donc en gros, livre de base, terres sauvages... Ténèbres sur la forêt noire, enfin donc Terre sauvage c'est Contes des terres sauvages, Guide des terres sauvages et Contes et légendes. Ténèbres de la forêt noire, et moi je mettrais le petit jeu de société si vous le trouvez parce que vraiment c'est assez sympa. Ouais, vraiment, moi je suis déçu de ne pas avoir pu tester. Finalement ça vous permet d'avoir beaucoup de choses sur la table et pouvoir imaginer plein de choses. C'est des super props pour du présentiel quoi. Vraiment ça marche bien. Et en fait après les autres diptyques en supplément, en fonction de ce que vous avez envie de faire jouer à vos joueurs, si jamais vous avez toujours après, aller au rang, tout ça. Si vous pouvez vous permettre, si vous avez envie d'avoir certaines... Ils sont un peu plus isolés. Pour jouer des personnages, des types de personnages, si vos joueurs veulent absolument jouer un cavalier du Rohan, des choses comme ça, bon là voilà. Et vraiment en fait avec tous les autres suppléments, on s'éloigne en fait du cœur du jeu qui sont les terres sauvages, c'est pour aller jouer un petit peu ailleurs. Et la plupart des règles, la plupart des contenus, les grosses campagnes, tout ça, se centrent sur les terres sauvages et les autres suppléments vous en éloignent. Du coup, c'est plus difficile de faire le pont. Il faut savoir que quand même Ténèbres sur la forêt noire, ça a été très longtemps en rupture. Que dès qu'il y avait un exemplaire dans une boutique, les gens se ruaient dessus et on pouvait pas en avoir. Et du coup, on a galéré pour avoir un exemplaire. Ouais, c'est vrai. Ouais. 2 semaines après, c'était réédité, c'était partout. Ouais. Voilà, ça c'était quand même assez drôle. Mais bon, au final, t'avais fait une bonne affaire quand même. Merci de me rassurer. Ben voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la gamme. C'est du coup le dernier jeu qu'on vous présente cette saison. Tout à fait, ouais. Écoutez, que dire on est assez reconnaissant parce qu'on trouve quand même qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent. Donc nous, on pensait qu'il y aurait 4 personnes en tout, mais finalement, il y a un peu plus que ça. Non, on est content du succès de l'émission. Et on est assez content. On est content de vos retours aussi qui sont souvent positifs. Et ceux qui sont négatifs sont souvent pas des critiques gratuites, il y a souvent des points assez importants à soulever. Donc quel est le futur de l'émission? Il y aura une saison 2. Oui, on va continuer. Voilà, qui va débuter en octobre probablement. Probablement, oui. Avec donc le format actuel. Il y aura aussi du coup un nouveau format dont on vous a déjà parlé, qui est un format qui sera... Alors là, on dirait qu'on fait de la niche. Là, ce sera de la niche de niche, mais en même temps, on s'en fout. Ça sera le format on vous présente une histoire, un scénario en tant que maître du jeu, et on vous donne des tips sur comment le préparer, comment nous on l'a préparé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et en fait c'est un peu ce que moi j'aimerais trouver dans le paysage du jeu de rôle pour aider à préparer les choses, et ce qu'on trouve pas assez, je trouve. Ça remplacera pas les épisodes un peu plus gros de présentation de contenu qu'on fait déjà. Alors peut-être qu'on ne présentera pas plus que des jeux de rôle, mais peut-être qu'on présentera certains add-ons de jeux de rôle, on va dire un peu plus en détail. Si par exemple il sort un gros add-on bientôt de Rêve de Dragon de campagne, peut-être qu'on fera une présentation plus précise. Le intermédiaire, tu veux dire? Peut-être. Mais si jamais un jour il sort et que peut-être qu'effectivement on vous fera un épisode dessus. Il continuera à avoir un gros épisode par mois de présentation comme ça. C'est ça. Et ce nouveau concept sera probablement des épisodes plus courts, ou en tout cas en plusieurs sessions qu'on mettra en plus sur toutes les 2-3 semaines. Ça pourra aussi des fois, si on a un peu de retard sur l'épisode principal, combler le fait. Donc ça, je pense qu'on sera sur un rythme d'un épisode toutes les 2 à 3 semaines à partir d'octobre. Alors sans promesse, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour vous donner une idée de ce qu'on pourra faire, ça va être par exemple le supplément Berlin pour Cthulhu. Il y aura vraiment une aide maître du jeu là-dessus parce que c'est un supplément qu'on est en train de jouer, qu'on va finir de jouer début d'année prochaine. Les nouvelles boîtes d'aliens. Juste la boîte d'aliens par exemple, ça peut être un super hors sujet pour aider parce que c'est quand même. Oui, mais il y a la boîte qu'on n'a pas encore faite. Oui, ça on va le faire. On va la faire. Il y a le supplément Colonel Marines. Non, mais il y a des choses il y a des choses à faire. Earth of Darkness. Voilà, on va aussi essayer de peut-être créer un Discord pour la communauté, s'il y a quelques personnes qui veulent passer, donner leur avis, discuter de jeux de rôle. On profitera probablement de la convention pour le mettre à disposition pour les gens. Ça arrivera sur nos descriptions d'épisodes quand on en aura un. On va faire ça durant l'été tranquillement. Et puis voilà, donc on fait une petite pause à partir de maintenant jusqu'en octobre. On fait une pause. En fait, on fait une pause de publication, mais il y a beaucoup de travail cet été qui s'attend parce qu'il va falloir
créer cette nouvelle émission. Effectivement. Ouais. Puis il y a des préparations, puis on a d'autres choses à faire. On a quand même des sessions qui arrivent, des grosses sessions à préparer. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses à faire. Donc voilà, mais écoutez, ça a été un plaisir. Et puis on se dit à la saison 2. C'est ça, ouais. Salut! Salut!